Base anatomique du traitement chirurgical des hernies discales cervicales. Tout d'abord, nous aborderons les bases anatomiques de la région cervicale, puis nous parlerons de physiopathologie et de correspondance anatomo-clinique pour finir avec les bases du traitement chirurgical. Concernant les bases anatomiques de la région du cou, on distingue 3 plans, le plan superficiel, le moyen et le profond. Au niveau du plan superficiel, sous la peau, délimité par le fascia cervical superficiel, on voit apparaître le muscle possier ou platysma. Au niveau du plan moyen, on trouve le muscle sternocleidomastoïdien, engainé entre fascia cervical superficiel et profond, ainsi que le muscle omoïoïdien, seul obstacle transversal de cette région anatomique tendu entre l'osioïde et la scapula. Puis sous cet ensemble musculaire passe la carotide commune, qui est un repère essentiel lors du traitement chirurgical, et la veine jugulaire interne, en dehors de celle-ci. En dessous, le passage du nerf récurrent sous la crosse de l'aorte à gauche et sous l'artère sous-clavière à droite nous fera préférer un abord chirurgical du côté gauche. On arrive ainsi au dernier plan, en traversant le fascia cervical profond. On s'intéresse alors aux disques intervertébraux et aux vertèbres correspondantes. On aborde le rachis en repérant le tubercule de Chassaignac, tubercule caractéristique de l'apophyse transverse de C6. On observe médialement le muscle prévertébral, dernière structure molle, avant d'aborder la vertèbre cervicale. Sur le plateau vertébral supérieur de celle-ci, on retrouve les apophyses semilunaires. Latéralement et en avant, les apophyses transverses, perforées par le trou transversal, laissent passer l'artère vertébrale. Celle-ci devra être respectée pendant l'acte chirurgical. En arrière de ce foramen, on trouve la gouttière du nerf rachidien en avant de l'articulation zygapophysaire. En arrière du corps vertébral se trouve le foramen vertébral délimité latéralement par les lames vertébrales et en arrière l'apophyse épineuse bifide. Concernant le disque intervertébral, il est constitué de 2 parties, au centre le nucleus pulposus et en périphérie l'annulus fibrosus. Concernant la physiopathologie, la hernie discale cervicale est liée à une fissuration de l'annulus fibrosus avec migration d'une partie du nucleus pulposus vers le canal rachidien. Elle est soit de type molle, soit de type dur, et elle est à l'origine d'une névralgie cervico-brachiale commune par compression d'une racine nerveuse sortant par le foramen intervertébral. Il existe 2 types de lésions. Les lésions compressives dégénératives précoces, soit dues à une surcharge, soit à l'hypermobilité. Ce sont les hernies discales cervicales molles, et les lésions compressives ostéophytiques dues à la vieillesse qui correspondent à la déshydratation du disque associée à une ostéophytose entraînant un pincement discal, ce sont les hernies discales cervicales dures. Pour les hernies discales molles, le plus souvent au niveau des C5-C6, il existe 3 situations possibles, soit dans le foramen, ce qui est exceptionnel, soit postérolatéral, soit médiane. Les hernies discales postérolatérales entraînent la compression radiculaire et une radiculagie pure. Elles sont à 80% transligamentaires. Les hernies discales molles médianes sont plus rares du fait de l'épaisseur du ligament vertébral commun postérieur à ce niveau et provoquent donc une myélopathie et une radiculalgie par compression. Elles sont généralement sous-ligamentaires. Les hernies discales dures ou incodiscarthroses correspondent au pincement arthrosique du bord postérieur des plateaux vertébraux et des apophyses articulaires. Cette compression antéro-postérieure entraîne une sténose concentrique du canal vertébral. D'un point de vue clinique, la radiculopathie compressive s'exprime par la névralgie brachiale. Le symptôme principal est la douleur et parfois des troubles sensitivo-moteurs. L'examen clinique est basé sur l'interrogatoire et l'examen physique, notamment neurologique. Concernant les douleurs, l'irritation de la racine nerveuse concernée entraîne des douleurs dans le trajet de la fibre nerveuse correspondante. On parle de névralgie cervico-brachiale unilatérale à topographie radiculaire. La douleur est de 2 types, cervicale et brachiale qui irradie à 2 endroits, tout le long du membre supérieur jusqu'au doigt et dans la région scapulaire. L'examen neurologique, basé sur les testings sensitivo-moteurs et des réflexes ostéotendineux, est essentiel pour faire la correspondance anatomo-clinique. Ces troubles sont fonction de l'innervation métamérique. Concernant le niveau de l'atteinte et ses conséquences, au niveau de la racine C5, on constate des paresthésies du territoire de la face latérale de l'épaule, des troubles moteurs du muscle deltoïde et une partie du biceps brachial, et l'hypo voire aréflexie du réflexe bicipital. Au niveau de C6, on constate des paresthésies du territoire de la face latérale du bras, de l'avant-bras jusqu'au pouce, des troubles moteurs du muscle biceps brachial, brachioradial et extenseur du poignet, et l'hypo voire aréflexie du réflexe stylo-radial. Au niveau de C7, on constate des paresthésies du territoire de la face dorsale du bras, de l'avant-bras jusqu'aux 2 doigts intermédiaires, des troubles moteurs du muscle triceps brachial, fléchisseur du poignet et extenseur des doigts, et l'hypo voire aréflexie du réflexe tricipital. Au niveau de C8, on constate des paresthésies du territoire de la face interne de l'avant-bras jusqu'aux 2 doigts médians, des troubles moteurs des muscles fléchisseurs profonds des doigts et des interosseux, et l'hypo voire aréflexie du réflexe cubito-pronateur.
Concernant la paraclinique, l'IRM est le principal examen d'imagerie demandé, mais on peut aussi réaliser un scanner. La radiologie est surtout utilisée lors de l'intervention chirurgicale. Le traitement de la hernie discale est d'abord médical. Une décompression chirurgicale est envisagée en cas de résistance au traitement médical ou en cas de signes neuro-irritatifs et ou déficitaires en concordance avec les éléments paracliniques. Concernant le traitement chirurgical de la hernie discale cervicale, la décompression chirurgicale peut être réalisée par deux voies. La voie antérieure, pré-sternocleidomastoïdienne, est actuellement la plus couramment utilisée, la voie postérieure, les moins fréquemment. Concernant la voie antérieure, elle consiste en une dissectomie en abordant étape par étape les plans superficiels, moyens et profonds de la région du cou. L'abord du plan superficiel commence par le choix du côté de l'abord qui dépend du niveau à opérer. Au-dessous de C5, il faut préférer une voie gauche, le nerf récurrent étant moins vulnérable de ce côté. Au-dessus de C5, l'abord peut se faire indifféremment, à gauche ou à droite. C'est une voie pré-sternocleidomastoïdienne prévasculaire. L'incision cutanée est transversale dans un pli du cou, en cas d'abord d'un seul disque ou bien longitudinal si plusieurs étages doivent être exposés. Pour un abord étendu, l'incision cutanée longitudinale suit le bord antérieur du sternocleidomastoïdien jusqu'au manubrium sternum. L'incision cutanée permet d'observer successivement le possier du cou, puis l'aponévrose cervicale superficielle. Le possier est alors décollé de l'aponévrose cervicale superficielle, puis sectionné. La voie d'abord est dégagée, maintenant la peau et le possier écartés. L'aponévrose cervicale est alors incisée parallèlement au bord antérieur du sternocleidomastoïdien. Concernant le plan moyen, la dissection permet d'isoler des structures transversales qu'il faut lier et sectionner, notamment le muscle omoyoïdien, mais aussi des artères et les veines thyroïdiennes. Le repère principal de ce plan est le sternocleidomastoïdien. C'est en longeant son fascia que l'on progresse dans la région cervicale. La localisation de la carotide commune est une étape essentielle de l'intervention. Elle est repérée par palpation du pouls carotidien. Nous abordons alors le plan profond. Des écarteurs de Farabeuf peuvent être mis en place refoulant en dedans l'axe aérodigestif, la thyroïde et les muscles sous-yoïdiens et réclinant en dehors le paquet jugulo-carotidien. L'effondrement de l'aponévrose cervicale profonde et du fascia prévertébral permet alors d'exposer la face antérieure du rachis entre les deux muscles longs du cou. Le ligament vertébral antérieur est ensuite incisé et ruginé de la face antérieure des corps vertébraux. Le ligament est ensuite séparé de la face antérieure des disques à aborder. Les écarteurs de Farabeuf sont disposés de façon à protéger l'axe aérodigestif et les gros vaisseaux. On aborde alors le disque intervertébral concerné par la hernie. La moitié antérieure de l'annulus est excisée au bistouri fin. La dissectomie est complétée à l'aide d'une pince à disque et d'une curette. La totalité du disque doit être ainsi retirée jusqu'au ligament commun postérieur en arrière et d'un incus à l'autre latéralement. Chaque plateau vertébral est ensuite avivé à l'aide d'une curette ou d'une fraise en ayant soin de respecter l'os sous-chondral. L'avivement des plateaux vertébraux doit permettre d'obtenir deux faces planes et parallèles. Pour finir, le muscle omoyoïdien est réparé s'il a été sectionné, puis le possier du cou est suturé par des points. La fermeture cutanée se fait à l'aide d'agrafes ou d'un surjet intradermique. Pour finir, la voie d'abord postérieure, dans la chirurgie du disque cervical, doit être réservée à l'ablation d'une hernie discale molle en situation postérolatérale. C'est une technique d'indication rare. Le canal rachidien est exposé par voie interlamaire en excisant le ligament jaune. La bord intracanalaire est ensuite élargie à l'aide d'une pince en porte-pièce. Le bord latéral de la moelle cervicale est alors visible, ainsi que la racine qui s'en écarte transversalement. La racine est prudemment refoulée vers le haut ou vers le bas et la hernie peut alors être découverte sous la forme d'un séquestre exclu qui est extrait à la pince à disque.